Bienvenue à tous ce soir. Ce soir, en fait, on a fait une conférence improvisée suite à la demande d'un collectif qui s'appelle Nation et Écologie, pardon. Écologie et Nation. Écologie et Nation, Nation avec un S, c'est très important. Et donc, cette conférence va traiter de la catastrophe nucléaire qui est en train de se passer au Nouveau-Mexique et qui risque d'avoir des conséquences très très graves dans les mois qui viennent. Certains scientifiques, certains spécialistes parlent d'un Fukushima bis repetita à l'air libre et pas dans les océans. Donc c'est quelque chose d'assez important qui subit, c'est une information qui subit une omerta de la part des médias mainstream et de tout ce qui est en fait les collectifs, les groupements, les lobbies, les associations de défense nucléaire et écologique. Bon, on va en profiter aussi pour, dans cette conférence, parler donc de nucléaire, mais aussi de transhumanisme. Parce qu'autour du nucléaire, il y a une nouvelle idéologie qui s'appelle le transhumanisme, qui, en fin de compte, va profiter des catastrophes nucléaires pour, dans certains centres de pensée, centres financiers, certains think tanks s'imposer comme le futur de l'humanité. Donc, Der Suzuala va nous parler de ça, Zorglub va nous parler du Nouveau-Mexique. La FFI a prêté ses locaux, la FFI a prêté sa logistique pour organiser cette conférence. Nous tenons à dire que nous ne sommes pas spécialistes du nucléaire et de l'écologie et que sur toutes les informations qui vont vous être présentées, elles n'engagent que leurs auteurs. Nous n'avons pas les compétences techniques et scientifiques pour pouvoir dire si les informations qui vont vous être livrées ce soir sont tout à fait exactes. Maintenant, on a suivi quand même le travail de ce collectif et on pense qu'ils sont très sérieux. Voilà, merci, bonne conférence à tous. Merci. On va déjà commencer par se présenter, présenter notre projet Écologie et Nation. Donc nous, à l'origine, on était deux amis qui se sont rencontrés, on va le dire, dans un parti politique qui s'appelle l'UPR, et qui en sommes partis en même temps. On a une vision technicienne des choses. On n'a pas une vision juridique, on n'a pas une vision littéraire, qui est très en vogue en France. Nous, on voit les choses sous l'angle de la technique, sous l'angle du pouvoir, c'est-à-dire vraiment ceux qui peuvent faire les choses. On s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de sujets en France qui n'étaient pas abordés, ou qui étaient mal abordés, ou qui étaient maltraités, ou qui étaient traités par des gens qui étaient victimes d'idéologie, donc du coup ne pouvaient pas aller jusqu'au fond des choses, ou le faisaient mal. Voilà, il y avait des conflits d'intérêts. Donc on s'est dit que finalement, un bon travail qui sera à faire, ce serait justement de libérer la parole sur certains sujets. Et donc on a passé à peu près 1 an à creuser un peu tous les sujets de l'écologie, à faire un peu de systémique, et à se rendre compte qu'en fait, donc, bien sûr, en écologie, tout est lié, tout est toujours lié. Mais là, vraiment, on s'est dit que le sujet principal, c'était vraiment le nucléaire. Donc depuis quelques années, en fait, on voit monter la secte du transhumanisme, hein, puisqu'il faut bien dire les choses clairement, c'est une secte. Voilà. Ce sont des gens qui ont non pas une spiritualité matérialiste, mais qui veulent matérialiser la spiritualité véritablement. En travaillant sur la question nucléaire, donc Zorglub qui a 15 ans d'années d'études sur ce sujet, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait des corrélations qui se faisaient. Donc on va être peut-être, je ne vais pas dire les seuls, les premiers, mais on va, en tout cas, je pense qu'en France, on sera parmi les premiers à évoquer ce sujet-là et à croiser ces informations. Voilà. Donc moi, personnellement, j'ai un parcours un peu atypique. Bon, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus. J'ai fait des études d'architecture. Voilà. Qu'est-ce qui me destinait à partir de ces choses-là ? Rien, à part que je suis un écologiste. Je suis un vilain écolo et puis surtout, je suis un patriote. C'est que contrairement à nos amis de LV, à un moment où j'ai voulu aller, je me suis rendu compte que ces gens-là baignaient dans l'idéologie. Pour beaucoup, ne comprenaient même pas ce dont ils parlaient. Ne voulaient même pas se donner les moyens véritablement d'arriver à des résultats. C'est-à-dire qu'en fait, oui, comment faire pour changer l'écologie quand on veut détruire l'État ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous implantez le libéralisme dans un pays, vous dérégulez tout. Alors ils sont complètement schizophrènes, ces gens. Voilà, donc on en reparlera peut-être vers la fin. Je vais laisser la parole à mon ami. Bonsoir à tous. Donc, moi je suis Z comme Zorglub. Comment me définir brièvement ?
bon, moi je suis en fait un expert reconnu au niveau international. Je travaille dans des sujets assez pointus, on n'est pas nombreux en France. Typiquement, mes domaines d'activité, ça touche essentiellement la métallurgie, la corrosion, l'étude du vieillissement, la recevabilité vis-à-vis des techniques, des standards, de ce qu'on peut attendre de cahier des charges, etc. Donc je peux travailler dans tous les secteurs, pour tous les pays, partout, dans vraiment tous les secteurs d'activité. Pour toutes les étapes industrielles, c'est-à-dire le design, la fabrication, le lancement, la surveillance dans la production, la mise en service, la maintenance, la démolition. Voilà, donc je peux travailler dans tous ces secteurs-là. Souvent, je traîne pas mal dans les labos, j'ai accès à du matériel de pointe, je parle plusieurs langues, donc j'agrège beaucoup de contenu. Ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que je m'intéresse en fait à la technologie nucléaire. Bon, c'est vrai qu'avec le background de départ, c'est quand même somme toute assez facile, puisque moi je suis vraiment un technicien 100% pur sucre. Hein. Voilà. Et vous allez voir en fait donc dans la présentation de ce soir une dérive incroyable, une dérive de gouvernance, de mauvaises décisions. Enfin, vous allez voir, c'est quand même particulièrement gratiné là ce qui arrive aux États-Unis. Pourquoi écologie et nation? En fait, c'est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, en fait, l'expérience démontre que l'ONU est somme toute impuissante à régler les problèmes écologiques. Ils ont des constats qui sont tout à fait intéressants. Ils disent, voilà, la civilisation actuelle, si on continue sur notre lancée, dans 15 ans, il n'y en a plus. Voilà, on est en train de tout saigner, de tout saccager pour en fait définir ce que j'appellerais en fait une économie palatiale. Où, en fait, on a une petite partie de la population qui veille en fait à l'économie du palais pour que nos ultra-gouvernants, nos ultra-riches en profitent encore plus, donnent des signes en disant à tout le monde, voilà, adoptez l'American Way of Life. Voilà, vous posez pas de questions, consommez, c'est bien, continuez, oui. Voilà. Donc écologie nation, pourquoi la notion de nation? C'est assez simple, c'est qu'en fait aujourd'hui il y a des gens qui disent voilà la notion d'État elle est un peu out of date pour parler en bon européiste. Ils se proposent en fait donc de dissoudre les États pour que ce soit les multinationales qui gouvernent. Bon, moi je ne considère pas nécessairement que l'État est nécessairement la solution à tous les problèmes, mais il se trouve qu'il y a des exemples de nations qui sont quand même un peu moins idiotes que la nôtre. On peut citer l'Islande. La Suède n'est pas tout à fait un bon exemple en matière nucléaire, ils déconnent grave. Voilà. Mais il y a des exemples de pays dans lesquels on a quand même des gouvernances un peu plus sages. Le cas de la Suisse, le cas de l'Autriche. Voilà, l'Autriche a dit, voilà, ça a pété à Tchernobyl en 86, en 87. 9000 personnes disent, voilà, nous on veut une réforme de la Constitution. Et ils ont obtenu l'interdiction de recourir à l'énergie nucléaire civile. Il y avait un réacteur tout neuf qui venait de se construire, Zwentendorf am Donau, et ce réacteur-là n'a jamais vu le jour, c'est une coquille vide. C'est un exemple en tant que les citoyens ne comptent pas pour des prunes, mais la réforme constitutionnelle, elle s'est entendue au niveau d'un État. Voilà, ça ne s'est pas fait au niveau d'une Europe ou d'un bloc mondial. Voilà pour cette brève présentation, et puis là je vous propose de rentrer donc dans le vif du sujet de ce qui nous réunit en fait ce soir. Donc l'actualité au Nouveau-Mexique, qui est, alors je tiens à le préciser, absolument non débattue dans les grandes ondes, les grands médias, les journaux n'en parlent pas. L'IRSN a fait, donc l'Institut national de recherche sur la sûreté nucléaire, a fait un rapport à ce sujet qui n'a pas été repris. Europe Écologie Les Verts n'en parle pas, Greenpeace n'en parle pas, Sortir du nucléaire n'en parle pas. Voilà, personne n'en parle, c'est intéressant. Voilà. Donc je vais vous montrer le dessous des cartes de cette affaire. Alors la conférence, elle a été réalisée à partir d'un logiciel libre, openoffice.org. Alors pourquoi les logiciels libres? Parce qu'en fait on est en train de se faire mettre profond par la NSA, par des sociétés privées qui entendent bien contrôler, bien surveiller toutes nos activités. Le logiciel libre, il a énormément de garanties, il est flexible, le code est ouvert, on peut récupérer les données, on peut comprendre comment ça marche, exactement ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a des logiciels espions, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce que quelqu'un a tenté d'en mettre? Voilà. Ah. Donc afin de protéger votre vie privée, nous vous suggérons de visiter l'excellent site prism-break.org qui vous donne toutes les solutions alternatives à tous les grands programmes connus, donc même pour Facebook, Google et ainsi de suite. Voilà. Je pense que c'est vraiment une information très importante à faire circuler. Voilà, donc les notions de base. Alors les notions de base, en fait, donc, pour le sujet qui nous réunit ce soir, on va parler un peu physique nucléaire. On va y aller très simplement, ça va vous apprendre les cours de 3e et de 4e. Donc là, en fait, vous avez un schéma qui n'est pas l'expression vraiment de la réalité. Vous avez un noyau atomique qui est ici, vous avez quelques électrons qui tournent autour. Et donc dans ce noyau qui est positif, vous avez donc des charges positives qui sont les protons.
qui sont accompagnés de neutrons. S'il n'y a pas de neutrons, ben, l'interaction forte fait que les protons se barrent les uns des autres, la matière ne peut pas tenir, et donc le noyau ne pourrait même pas exister. Donc les neutrons, c'est des agents de stabilisation, ils n'ont pas de charge électrique, et on peut complètement retirer les électrons d'un noyau, on sait faire ça très bien, c'est les torches à plasma. Voilà. Donc par exemple, le sujet d'étude de ce soir, c'est l'atome d'uranium-238. Bah, lui, il possède 92 protons, 146 neutrons et 92 électrons. Voilà. On peut retirer des électrons à l'atome d'uranium, il va devenir un ion, voilà, comme n'importe quel autre atome. Voilà, pour ce schéma. On va attaquer le deuxième. Alors, vous avez en fait dans la nature tout un tas de noyaux, avec des noms plus ou moins communs qui parlent à tout le monde. Alors, vous avez l'hydrogène. Alors ici, la couleur est un peu fausse, hein, ça s'apparaît en bleu. C'est pas un neutron, c'est un proton, donc il devrait être rouge, ce noyau d'hydrogène. Vous avez du carbone, avec donc 6 protons, 6 neutrons. Carbone 12, par exemple. Et là, vous avez un lourd machin. Je n'ai pas pu vous les compter, hein, mais il y en a quand même beaucoup. Donc, ça va être, à mon avis, un peu aux alentours de l'uranium, ou peut-être même au-delà. Alors là, on parle vraiment du noyau, c'est-à-dire la physique nucléaire, du latin nucleus, le noyau. La physique nucléaire s'intéresse quand même pas beaucoup au cortège électronique. Parce que le cortège électronique, ben, lui, permet à la matière de s'assembler, de faire de la chimie. Donc vous avez un cortège électronique, le cas de l'électron, qui tourne autour donc, de l'hydrogène. Puis là, vous avez tout un tas d'électrons qui vont graviter autour d'un noyau un peu plus lourd. Alors, la représentation qui est ici est complètement faussée, puisque si vous avez un noyau qui a cette taille-là, voilà, le premier électron, il est à peu près à 300 km d'ici. Voilà, donc la matière, c'est plein de vide. Il y a énormément de vide dans la matière atomique. C'est les travaux de Rutherford. Ça, c'est 1902. C'est assez récent, la physique nucléaire. Hein. Vous allez voir les ravages. Alors là, vous avez un tableau que j'aime bien. C'est le tableau de classification périodique des éléments. Alors tout en haut, là-bas, vous avez l'hydrogène, H égale 1. Donc vous avez un proton, un électron qui tourne autour, c'est l'hydrogène. Là-bas, vous avez l'hélium, le lithium, le beryllium, le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, qui est vu avec une belle couleur bleue, le fluor, le néon, le sodium, le magnésium, l'aluminium, silicium, phosphore, soufre, chlore, argon, potassium, calcium, scandium, titane, vanadium, chrome, voilà. Donc il y en a un peu plus de 118. On est en train d'en découvrir à peu près tous les jours. Voilà. Donc là, vous avez à peu près tous les éléments. Alors, il y a des éléments qui sont très lourds, très instables, qui n'existent pas très longtemps. On a préféré leur donner des noms de savants. Vous avez le curium, le berkelium, l'université de Berkeley en Californie. Voilà, vous avez le Darmstadtium en Allemagne, parce qu'ils ont un gros centre nucléaire qui fonctionne pas mal. Et puis donc là, ici, sur cette colonne, vous avez par exemple les gaz rares. Alors, le tableau de périodique des éléments de Mendeleïev est très pratique parce que tous les éléments d'une même colonne réagissent chimiquement pareil. Par exemple, vous avez le titane. Alors, je ne vous en ai pas amené ce soir, mais ça se fera pour les prochaines fois. Le titane fait partie de la famille du zirconium, du laurentium, du cérium. Voilà. Et ben, ces éléments-là, chimiquement, ils réagissent pareil. Le titane brûle dans l'air de manière assez violente. Voilà. Le cuivre fait partie de la même famille que l'argent, qui fait partie de la même famille que l'or. Voilà. Donc vous en avez comme ça toute une flopée, et là vous avez les gaz rares. Alors là, vous allez voir que les gaz rares aujourd'hui vont en être question pas mal, et notamment le noyau d'hélium. Hélium, néon, argon, krypton, xénon. Alors en fait ça c'est quoi? C'est des tubes de verre dans lesquels on a fait ioniser un gaz, donc ça vous donne ces couleurs-là. Voilà. Et puis après vous avez le radon, qui est un gaz radioactif. Vous allez voir que ça aussi va en être question ce soir. Alors là, en fait, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'était donc des questions de protons et de neutrons. Donc là, on rentre vraiment dans le cadre de la physique nucléaire. Là, vous avez un diagramme qui s'appelle le diagramme NZ. Donc c'est le diagramme nombre de neutrons, N, le nombre de protons qui est vu donc sur l'axe vertical. Et dans la nature, vous avez des matières qui ne sont pas radioactives. Bon, heureusement, parce que sinon, on ne pourrait pas exister. Vous avez des éléments qui sont donnés avec des petites cases noires. Quand vous avez une case noire, l'élément est stable. Et quand vous avez une case qui est à l'horizontale, ici, vous êtes radioactif, là, vous êtes radioactif. Dans cette partie-là, toute la partie en haut, vous manquez de protons. Quand vous êtes ici, vous avez trop de neutrons. Voilà. Trop de neutrons, pas assez de neutrons. Dans les deux cas, vous avez de la radioactivité. Alors, il y a de la radioactivité qui est super violente. Hein. Quand vous partez sur les bords du tableau, ça se désagrège en à peine quelques secondes. Et quand vous commencez à monter dans les tours, vous vous rendez compte que, passé un certain nombre atomique, hein, après le bismuth, tous les éléments sont radioactifs. Tous, sauf peut-être quelques-uns. Ça serait en fait un nouvel îlot de stabilité. Bon, c'est des recherches en cours, ça se fait en France, c'est très intéressant. Ça pourrait être l'objet de solutions pour les déchets nucléaires. Ok, alors la radioactivité, c'est un phénomène dont tout le monde a plus ou moins entendu parler, mais on n'a jamais trop vraiment d'explications sur la chose. Donc ce que vous avez vu en fait dans le diagramme de tout à l'heure, c'est qu'il y a des matières qui ne peuvent se désagréger que d'une certaine façon. Et ces matières qui se désagrègent, elles vont se désagréger en émettant différentes particules. Alors, il y en a trois principalement. Il y a les particules alpha, bêta et gamma. Alors, les particules alpha, en fait, c'est des noyaux d'hélium.
Donc il n'y a plus d'électrons qui tournent autour, c'est des noyaux assez lourds, hein. Il y a 2 protons, il y a 2 neutrons, ça déchire tout, ça casse l'ADN, ça fait des ravages. Vous avez l'électron, le bêta, alors lui c'est un rayonnement qui va s'arrêter par exemple avec une plaque d'aluminium, mais il va faire des dégâts aussi très graves. Et après, vous avez le gamma. Alors là, c'est un photon, c'est une particule de lumière qui est très énergétique. Et elle va pouvoir traverser de la plaque de ferraille, du plomb, du béton. Enfin, c'est difficile de stopper des gammas. Après, vous avez des neutrons qui sont émis aussi. Alors là, ils n'apparaissent pas sur le tableau. Puis après, vous avez les fameux rayons X. Pour faire des radiographies, chez le médecin, c'est bien pratique. Voilà, donc les rayons X, en fait, les rayons X, on traverse donc le corps humain, la plaque d'aluminium, la plaque de plomb, ça commence à les atténuer pas mal, mais on peut quand même y arriver, on peut doser l'énergie. Tout est question d'énergie. Alors, une matière radioactive, c'est une matière qui est instable, c'est-à-dire c'est un phénomène vraiment naturel sur Terre. Si vous avez des volcans, c'est qu'il y a de la matière radioactive qui fait qu'encore aujourd'hui, on a de la lave. Voilà. Les gens ne le savent pas toujours, mais c'est vraiment l'expression même de cette énergie qui se désagrège et qui prend des milliards d'années à se faire dans les conditions naturelles. Alors, on appelle le rayonnement ionisant, en fait, ce rayonnement qui a la capacité d'arracher les électrons de la matière. Parce qu'en fait, dans votre main, il y a des atomes. Les atomes, il y a des électrons qui tournent autour. Et là, le rayonnement, il est tellement énorme en termes d'énergie qu'il va prendre des électrons autour de vos atomes. Il va les retirer. Et comme c'est les électrons qui font, par exemple, la cohésion de l'ADN, il n'y a plus d'ADN. Alors là, vous avez ceux qui alimentent 80% de l'énergie électrique en France. Ça fait 23% de l'énergie finale. C'est la fission, notamment de l'uranium-235. Alors en France, on a des petites spécialités. On ne fait pas que l'uranium. On fait du plutonium aussi, beaucoup. Vous prenez un neutron qu'on va générer avec des noyaux très très lourds que vous aviez vu dans l'eau du diagramme tout à l'heure. On va percuter un noyau d'uranium-235 et le noyau d'uranium va se péter en deux. Il va créer donc 2 noyaux plus petits qu'on appelle le produit de fission numéro 1, le produit de fission numéro 2. Il va émettre 2 neutrons, 3 neutrons, 4 neutrons. C'est des lois probabilistes, 2,3 pour l'uranium, 3, et des bananes pour le plutonium. Voilà. Et il va émettre des rayonnements, alpha, bêta, gamma, et puis surtout une énorme quantité de chaleur. Pour vous donner un ordre de grandeur, 1 gramme d'uranium, 4 tonnes de charbon, c'est beaucoup. Alors la France, en fait, a massivement misé là-dessus pour des raisons historiques, les travaux de Marie Curie pour obtenir la bombe, hein, bien évidemment. C'est surtout ça, en fait, la motivation de ce qui nous amène ce soir. Alors les produits de fission, là, en fait, on commence à rentrer dans la problématique des déchets nucléaires, parce que votre noyau d'uranium, quand vous l'avez fracassé en deux, il arrive un moment, les 2 parties de l'uranium ne vont pas se péter pile au milieu. Il va y avoir, par exemple, la création de noyaux très très lourds. Donc si vous avez un noyau très très lourd, vous avez forcément de l'autre côté un noyau plutôt léger. Puis après, la loi probabiliste fait que dans cette zone-là, vous avez une grande probabilité d'obtenir des produits voisins du césium-137. Puis de ce côté-ci, vous allez plutôt avoir des choses comme de l'iode-131, de l'iode-129. Voilà. Donc ça, c'est des produits qui se créent plutôt facilement. Donc par exemple, un réacteur nucléaire en France, comme un peu partout dans le monde, ça fait par exemple de l'argent radioactif, ça fait du cadmium radioactif, ça fait du prométhium radioactif, ça fait ce genre de choses. Donc en fait, il y a plein de métaux, de gaz, de liquides différents. Il y a du carbone 14 qui peut se faire comme ça, il y a plein de choses. Donc un réacteur nucléaire, c'est quelque chose qui va fonctionner de manière non prévisible. Si vous laissez un carburant nucléaire très longtemps dans le cœur, vous n'allez pas avoir la même constitution de produits de fission. Parce qu'il y en a qui vont se désagréger très rapidement, il y en a d'autres qui vont commencer à apparaître. Mais là, on parle vraiment des produits de fission. Alors, dans la slide suivante, vous avez l'exemple d'un produit de fission. Alors, on est au Brésil, en 87, dans l'état de Goiás, la capitale de Goiânia, qui habite 2 millions d'habitants à l'époque. Il y a des ferrailleurs, analphabètes, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, et ils arrivent dans un hôpital qui vient de faire faillite. Puis là, ils se disent, chouette, on va pouvoir faire tout le cuivre, on va pouvoir retirer toute la ferraille, c'est la fête. Puis ils trouvent un gros machin qui fait dans les 200 kilos, ils se disent, waouh, la classe. Alors ils prennent une brouette, ils ramènent ça chez eux, ils commencent à démonter. Puis ils commencent à avoir des problèmes aux mains, ils vont voir un médecin, le médecin il dit, les gars, pas de bol, hein, maladie tropicale. Ils continuent à cogner comme des sourds là-dessus, ils n'y arrivent pas. Alors ils revendent ce machin à un autre gars qui est plus outillé. Et donc ce gars-là, ce truc-là, il va l'ouvrir. Il va l'ouvrir, et pour la slide suivante, il va libérer du césium-137. Alors césium-137, c'est l'un des produits de fission de l'uranium, il y en a d'autres. C'est un émetteur gamma, c'est un émetteur bêta, donc il crache des électrons, il crache des photons, très énergétique. Voilà le résultat sur les mains des gens. Il y a eu des milliers de gens contaminés. Je vais vous donner un ordre de grandeur et j'en tremble d'effroi. 0,17 grammes de césium libéré sur 1 km², vous ne l'habitez plus pendant 300 ans. 50 grammes de césium dispersé dans Paris, il n'y a plus de Paris pour 300 ans.
C'est intéressant. Voilà. C'est ça l'énergie nucléaire, hein. C'est un concentré d'énergie. Alors, ça a été une tragédie, parce que je vais vous montrer ce qui s'est passé en fait sur le dessous des cartes. Alors ça, les médias français en 87, Tchernobyl venait de péter en 86, ça c'est Inès 5, 6, hein. 7 c'est Tchernobyl, là on est 5, 6. Bon, chacun voit midi à sa porte. Hein. Slide suivante. Alors, aujourd'hui, Goiânia, c'est des gens qui sont contaminés avec des maladies au niveau de la peau gravissimes. Il y a 4 personnes qui sont mortes, tout de suite. Il y a le ferrailleur, il y a le collègue du ferrailleur, il y a la petite fille du ferrailleur, puis il y a sa femme. Parce que quand il a ouvert la capsule, c'était lumineux. Alors il disait, wow, c'est génial, une poudre lumineuse comme du sel, mais lumineux. Alors il a amené tout le monde, les gamins ils ont joué, wow, c'est magnifique. Ils ont mis ça devant les maisons, ils ont mis ça sur le... voilà. Et le césium s'est dispersé partout dans une ville de 2 millions d'habitants, dans lequel il pleut tous les jours, c'est un climat tropical, voilà. Donc ils ont dû gratter les routes, ils ont dû raser les maisons, ils ont dû tout inspecter au radiomètre, ils ont dû contrôler les gens, parce que les gens ils étaient contaminés mais à des niveaux où on ne savait même pas combien ils avaient. Tellement les appareils se mettaient en butée, il a fallu créer des détecteurs spéciaux, ramener les gens dans les stades, enfin, c'était un gros bordel. Hein. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y avait 93 grammes de chlorure de césium 137 dans le bousin. 93 grammes, c'est l'AIEA qui le dit. Hein. Alors la conséquence, c'est que ces gens-là, ils ont été enterrés dans des cercueils de plomb, coulés dans du béton, avec amour, ferraillés, durée de la chose 300 ans. La slide suivante, cette petite fille, elle s'appelait Leide Ferreira, elle avait 7 ans. Elle a pris 1 gigabecquerel. Elle était tellement radioactive qu'à l'hôpital, ils ne voulaient même pas s'en approcher. Elle est morte le même jour que sa mère, qui avait 41 ans. Et là, vous avez la photo de Leide Ferreira, qui est tenue par quelqu'un de sa famille, parce que c'était la première à mourir, c'était celle qui était le plus contaminée. Oui, alors sur la chaise, ça c'est quelque chose de très important. Quand la mère de famille, qui avait 41 ans, s'est dit, quand même, c'est quand même pas normal que tout le monde ait aussi mal, je vais prendre mon ramasse-poussière, je vais ramasser ce bordel, je vais foutre ça dans un sac, je vais prendre le bus, bah oui, il n'y a pas de voiture. Et puis je vais aller à l'hôpital de la ville. Puis là, les gens, ils ont dit quand même, c'est bizarre votre histoire. Vous savez, vous allez prendre ce sac, vous allez prendre une chaise, vous allez aller dans telle pièce, vous déposez sur la chaise doucement, vous ne l'émiettez pas, et puis vous revenez nous voir. Voilà. Et en faisant ça, elle a porté sa croix, elle a sauvé la vie de milliers de personnes. Mais elle est morte, le même jour que sa fille. Alors voilà le résultat, 93 grammes de césium, 137, ça fait 3500 tonnes de déchets stockés dans une zone à 40 km de distance dans une base militaire. C'est intéressant. Voilà. Des déchets ingérables, ça crache méchamment, tout est contaminé, c'est des pollutions qui se mesurent en picogrammes par mètre carré. Hein. C'est-à-dire que là, la terre, quand elle est radioactive, on sait que ça crache, mais on ne sait pas quel est le grain de terre, on ne sait pas quelle est la couche. Tout crache de partout, ça rayonne dans le sol, on ne sait pas exactement quel est le grain de sable qui se met à cracher. Tout est contaminé. Le césium est un métal qui est liquide à partir de 28 degrés. Ça tombe bien, on est sous les tropiques. Slide suivante. Alors, les déchets nucléaires. Le problème des déchets nucléaires, c'est que vous avez des métaux, comme le plutonium, qui servent à faire des bombes. Il y a un moment, on dit, bon, on a quand même fait beaucoup de bombes. Comme on pourrait tous crever, on va quand même s'asseoir autour d'une table, entre Américains, entre Russes, on va signer des accords, et puis on va faire en sorte que, on va en faire un peu moins. Donc, ici, vous avez un noyau, 92 protons, ça c'est l'uranium, qui va émettre une particule alpha, donc là-dedans, vous avez deux protons rouges. Donc lui, il va déjà plus être de l'uranium, il va se transmuter dans un autre métal. Donc il va se transformer en protactinium. Et puis lui-même, il va émettre une particule bêta, il va cracher un électron, et il va se transformer en neptunium, numéro 91. Voilà. Et donc ça, c'est un exemple de radioactivité, un alpha d'émis, un bêta émis. Voilà. Le problème des déchets nucléaires, c'est que comme vous l'avez vu, on ne peut pas les traiter par dilution. Si vous prenez une miette de chips de césium 137 et que vous la diluez 1 million de fois, c'est génial, vous avez multiplié votre problème par 1 million. Voilà. Et pour vous donner un ordre de grandeur, à Fukushima, on estime que c'est à peu près 350 kg de césium qui ont foutu le camp. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, vous êtes dans une chambre à gaz mondiale. Quand vous achetez des vins de grand prestige, on fait en sorte pour s'assurer que les vins soient bien antérieurs à 1946, qu'il n'y a pas de césium. Parce qu'après 1946, on a fait des essais nucléaires atmosphériques, il y a eu une distribution de césium radioactif sur toute la surface de la Terre. Donc si quelqu'un essaie de vous vendre un Maison Lafite 1937 et que le machin, il y a du césium dedans, c'est qu'il n'est pas de 1937, donc il se fout au moins de votre gueule. Voilà. C'est ça la réalité de ce monde aujourd'hui. On a créé des radionucléides qui sont maintenant partout dans la nature et qui vont mettre un petit moment pour disparaître. La suite. Alors, vous avez un noyau intéressant, l'uranium-238, qui est le grand constituant de l'uranium mondial. On s'en sert pour faire des armes de terreur, les armes à uranium appauvri.
il faut 4,5 milliards d'années pour que la moitié des noyaux se transforme en thorium-234, qui lui-même va, au bout de 24 jours, se transformer en protactinium-234, qui lui-même, en 1,14 minutes, va se transformer en uranium-234, qui lui-même, en 233 000 ans, va se transformer en thorium-230, qui lui-même va se transformer en radium-226, qui lui a une durée de vie de 1600 ans. Le premier déchet nucléaire de l'histoire en France, c'est Marie Curie. Elle est tellement radioactive qu'elle est enterrée au Panthéon dans un cercueil en plomb. C'est génial. Il va falloir attendre 15 000 ans pour pouvoir lui retirer son cercueil. Voilà. Bienvenue dans le pays le plus nucléarisé au monde. Radium-226 qui donne du radon-222. Oh, du radon-222. Un émetteur alpha, un gaz noble qui réagit avec rien, qui est très lourd, qui squatte dans les caves. Très problématique, le radon-222. Qui se transforme en polonium-218, qui lui-même, au bout de 3 minutes, se transforme en plomb-214, qui lui-même, avec 26 minutes, va se transformer en bismuth-214, qui lui-même, la moitié du stock, au bout de 20 minutes, se transforme en polonium-214. Et puis là, ben oui, il y a quelques millisecondes, et ça se transforme en plomb-210, qui est radioactif. Et lui, il va émettre une particule bêta. Il va falloir 22 ans pour que la moitié du stock de plomb-210 se transmute en bismuth-210, qui donne du polonium-210, qui donne du plomb-206 stable. Le plomb, aujourd'hui sur Terre, c'est en fait le produit de la décomposition naturelle de celui-ci. Sauf qu'il aura fallu attendre que l'univers ait 14 milliards d'années pour que on arrive à du plomb-206. Slide suivante. Alors, la durée de vie, ben oui, effectivement, le phénomène de radioactivité peut être très rapide ou extrêmement lent. Vous en avez vu un exemple tout à l'heure. Le fluor 18, il perd la moitié de sa radioactivité toutes les 110 minutes. Il émet des positons, donc ce n'est pas des électrons, c'est des anti-électrons, ils ont des charges positives. La médecine nucléaire, on s'en sert avec une injection de fluor 18 dans les corps des patients, et on va faire des scanners. Donc on va pouvoir suivre la progression du fluor qui a été mélangé à du glucose. Voilà, donc on connaît la chaîne du glucose dans l'organisme humain, c'est pratique pour des fins diagnostiques. Il faut donc 10 fois 110 minutes pour que le stock de fluor diminue par 1024. Parce que la demi-vie que vous avez vue tout à l'heure, la demi-vie de 22 minutes, de 4,5 milliards d'années, ça fait que toute cette demi-vie, vous perdez la moitié du stock. Donc, par exemple, sur 22 minutes, en 22 minutes, vous avez encore la moitié. Au bout de 44 minutes, il vous en reste un quart. Et puis, au bout de 88 minutes, vous divisez comme ça, vous divisez. Donc, c'est la fameuse loi de décroissance, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1024, 2048, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est le fluor 18. Nous, en France, on a une petite spécialité, pour le slide suivant. On a donc du plutonium. Alors lui, il faut 24 000 ans pour qu'il perde la moitié de sa radioactivité, pour qu'il se transforme en uranium-235, qui lui-même perd la moitié de la sienne en 708 millions d'années. Une broutille. Oh, France Info, article d'il y a de ça 2-3 jours. Du gaz radioactif détecté dans la maison d'une nounou. Ah, c'est ballot. Dans le Limousin. Donc, Monsieur de Gaulle, fort de la grandeur de la France, s'est décidé donc de créer le CO en 1946 pour avoir la bombe le plus vite possible. Il fallait trouver de l'uranium. Les mines d'uranium en Afrique, c'était un peu la merde pour y aller. Il n'y avait pas les routes, il n'y avait pas le temps. Donc, c'est dit, on a de l'uranium dans le Limousin, donc on va creuser joyeusement, on va faire des gros tas de cailloux. Puis les gros tas de cailloux, ils emmerdent le monde. Donc, on va demander aux gens qui les débarrassent, puis ils vont construire leur maison dessus. Et puis voilà, 60 ans après, on ramène France Info en disant, voilà, il y a des gamins, ils ont rase-moquette, ils ramassent du radon dans les poumons. Bon, bien évidemment, tout ça, c'est le résultat d'une activité minière qui a concentré de l'uranium dans des roches, alors que d'ordinaire, ces roches-là, elles sont distribuées dans la nature et puis on n'a pas le nez dessus, quoi. Là, en l'occurrence, on a le nez dessous. C'est un sacré problème en France. Mais il y en a d'autres, vous allez voir. Suivante. Alors, seul l'uranium-235 est fissile. Ça, c'est un gros problème pour l'industrie nucléaire. C'est qu'en fait, quand vous sortez l'uranium de la mine, il y a un isotope, qui est l'uranium-235. Celui-là, il fait 0,71% du stock mondial. Donc, autrement dit, on va chercher un métal rare, l'uranium, et il se trouve que 0,7% de ce métal rare est le seul fissile. Donc, en fait, aujourd'hui, l'industrie nucléaire, elle est assise sur une ressource qui est extrêmement rare, qui est très compliquée à enrichir. Les jours sont comptés pour l'industrie nucléaire. Alors ils se disent, comme on a plein d'idées, Polytechnique, X, mine, pont, on va s'arranger pour faire des surgénérateurs au plutonium, on va s'arranger pour brûler du thorium, on va s'arranger pour faire durer la blague encore plus longtemps, pour encore plus de plaisir dans un format encore plus économique. Allons-y, allons-y. Voilà, alors là, ici, vous avez une matière qui est amusante, c'est du plutonium-238. Alors le plutonium-238, il perd la moitié de sa radioactivité en 88 ans, à comparer avec son grand cousin, le plutonium-239, qui lui perd la moitié de la sienne en 24 100 années. Au bout de 24 100 ans, le plutonium-239 s'est décomposé en uranium-235,
et là celui-ci va se décomposer en uranium-230. Le plutonium-238, on s'en sert pour la propulsion spatiale. Donc dès qu'on envoie des robots sur Mars, sur Jupiter, sur Saturne, loin, loin, loin dans l'univers, enfin dans le système solaire en tout cas, on utilise ça. Voilà. Donc bien évidemment, si la sonde retombe, ben, c'est gratuit, c'est cadeau, respire à plein poumon, allez-y, allez-y. Voilà. Donc ça, on évite soigneusement d'en parler dans les médias. Alors, le plutonium, parce que ça, c'est la grande spécialité française. On prend de l'uranium pas fissile, du 238, on fait une réaction de fission nucléaire dans des réacteurs qui crachent tout un tas de milliards de neutrons et on s'arrange pour que ces neutrons ralentissent suffisamment. Ils vont rentrer dans le noyau d'uranium 238 qui pour le coup va changer de numéro, il va devenir de l'uranium 239 et puis au bout de 23 minutes, il va émettre un électron et il va se transformer en neptunium 239 qui lui-même, au bout de 2,3 jours, va se transformer en plutonium-239. Et le plutonium-239, il est fissile. C'est la bombe de Nagasaki. Pourquoi il y a eu 2 bombes sur le Japon? C'est très simple. On prend de l'uranium-235, on fait une expérimentation grandeur nature sur des civils. Et puis, pourquoi on prend la deuxième bombe de Nagasaki? Parce qu'on a envie de voir le plutonium-239, ce que ça dit, en termes de potentiel de destruction. Comme le plutonium-239 est beaucoup plus facile à fabriquer que de l'uranium enrichi, et aujourd'hui, c'est la filière plutonium qui a gagné. Ça tombe bien, il est encore plus radiotoxique. Voilà. Donc c'est la plus grande traîtrise de l'humanité, c'est vraiment le nucléaire. Il faut être très clair. On peut très bien en survivre, hein. Mais là, vu la quantité de doses mortelles, le plutonium, la dose mortelle, c'est 5 microgrammes. Hein. Voilà. Alors, allons-y pour la suite. Alors, WIP. Ça, c'est le sujet de la conférence de ce soir. Je vais faire assez vite. WIP, en fait, tous les points verts que vous avez, c'est les réacteurs nucléaires aux États-Unis. Il y en a beaucoup, il y en a 104. Les réacteurs dans le monde, vous en aviez 446 avant Fukushima. Donc là, après Fukushima, ça fait 440, puisque les 6 réacteurs nucléaires ont été complètement sortis du circuit, ils ne redémarreront pas. TEPCO veut d'ailleurs se servir des réacteurs 5 et 6 pour apprendre à déconstruire les réacteurs 1, 2, 3 et 4 qui ont fondu. Bon. Les Américains en ont beaucoup, des réacteurs du type de Fukushima. Les réacteurs à eau bouillante, ils en ont beaucoup. Donc en fait, on remarque que traditionnellement, les réacteurs nucléaires sont plutôt distribués sur la partie ouest. La partie est, il y en a moins, sauf un petit site maudit, le long de la rivière Columbia, là, le site de Hanford, qui lui est gratiné. C'est là où est née la bombe atomique qui a bombardé le Japon et toutes celles qui ont suivi. Et donc, WIP, c'est un cimetière nucléaire. Alors, il y en a eu 2 aux États-Unis. Il y a eu Yucca Mountain dans le Nevada. Ça a coûté des milliards de dollars. Ils ont pris une grosse montagne. Ils ont dit, on va rentrer dedans, on va faire un énorme trou, on va faire une énorme voûte. Comme ça, on pourra foutre toutes nos merdes radioactives. Et en fait, ils se sont rendus compte que au Nevada, c'est les montagnes rocheuses. Et puis, les montagnes rocheuses, ça bouge. Elles sont encore en train de grandir. Hein. C'est comme le massif alpin. Donc, il y a des séismes. La roche n'est pas stable, ils vont se la prendre sur le museau, donc ils ont dit, en fait, ouais, mais non, donc on arrête. Donc Yucca Mountain, il faut oublier, ça n'existe plus pour entreposer les déchets nucléaires ultimes. Donc ils ont dit, ok, pas de problème, on va trouver une formation saline au Nouveau-Mexique, ici, voilà, près de Carlsbad, au Nouveau-Mexique, et c'est là où il y a le sujet de ce soir, WIP, la tombe nucléaire américaine. C'est le seul endroit dans lequel on est en train de ramener tous les déchets nucléaires ultimes de la filière américaine. Ça fait beaucoup. Slide suivante. Alors voilà, les principaux sites nucléaires militaires. Hein. Vous avez Rock Ridge, vous avez Savannah River, qui fait donc du combustible au plutonium, du MOX. Donc les Américains ont arrêté d'utiliser du MOX, ils ont dit, bon, c'est pas rentable, c'est trop dangereux. Nous, on a la moitié de nos réacteurs qui tournent au plutonium ce soir. C'est intéressant. Donc Savannah River, ils ont arrêté l'usine. Rock Ridge, ils font toujours de la recherche nucléaire fondamentale. Vous avez le site de Mound, qui est une base militaire. Vous avez le site de Argonne National Laboratories, qui est près de Chicago, dans l'Illinois, qui fait des choses intéressantes aussi. Rocky Fields, qui fait de l'uranium enrichi. Vous avez le Lido National, qui fait des armes thermonucléaires, des bombes, etc. Vous avez Hanford, qui est le berceau de la bombe américaine. Donc, les 3 premières bombes de l'histoire, Trinity, Fat Man, Little Boy, ça a été fait à Hanford, dans l'État de Washington. Vous avez le Lawrence Livermore National Laboratory en Californie, qui fait donc des systèmes nucléaires. Le plutonium-238 que vous avez vu, qui alimente le robot qui était envoyé sur Mars, Curiosity, il vient de là. Puis ensuite, vous avez le Nevada Test Site, parce que les gens ne savent pas qu'en fait, les Américains, ils ont fait des tests nucléaires grandeur nature, dans l'environnement, en plein air, dans le désert du Nevada, juste à côté de Las Vegas. Donc il y avait des gens qui étaient en train de battre un carton et de baiser des putes, puis ils voyaient des putains de champignons s'élever dans le ciel, et ils disaient « Yeah, I'm proud to be American ». Bon, c'est génial.
Donc toute cette merde-là s'est envoyée à WIP, ici, au Nouveau-Mexique. Voilà. Et là, vous avez le fameux laboratoire de Los Alamos, dans lequel on a aussi développé la bombe dans le plus grand des secrets, et on a fait péter la bombe Trinity, pas très loin. Je l'avais oublié, puis la résolution n'est pas énorme. Allons-y, pour la suite. Alors voilà, alors là, c'est sûr que l'image est moins jolie, mais je vais vous la décrire quand même. On est en plein milieu du désert du Nouveau-Mexique, et vous avez cette merde ici, qui s'appelle WIP. Donc WIP, c'est Waste Isolation Pilot Plant, c'est l'usine pilote d'isolation des déchets nucléaires. Et donc, tout autour, vous avez tout un tas de petits brouillis tout blancs. Oh, mais qu'est-ce donc? C'est des puits de gaz de schiste. Voilà. Il y en a partout, tout autour. Alors, on remarquera bien l'effet SimCity. Hein. L'américain sait utiliser un damier sur le bout des doigts. Donc, on prend une élongation nord-sud, on prend une élongation est-ouest, puis on dit là, on a décidé de foutre toutes nos merdes. Donc, Ausdrücklich-Verboten, absolument interdit de foutre n'importe quelle ressource nucléaire. Donc là, ici, vous avez la ligne de tous les puits de gaz de schiste. Donc là, on a le droit, là, on n'a plus le droit. Voilà. Donc, les travaux en cercle, ils ne savent pas bien, hein, les périmètres de sécurité. Là, on est en coordonnées XY, les mecs sont un peu perdus. Hein. Voilà. Donc ça, WIP, voilà l'installation donc qui est en train de partir en sucette depuis plus d'un mois maintenant. La suite. Alors voilà WIP, on est en plein milieu du désert du Nouveau-Mexique, c'est la fête. Tous les points blancs que vous avez là, c'est des puits de gaz de schiste. Hein, Welcome in America, pour l'indépendance énergétique, pour continuer bien dans le gâchis, bien comme il faut. Et donc là, ici, vous avez l'installation. Alors là, ici, vous avez le puits qui est chargé de prendre tous les colis de déchets nucléaires qui sont très lourds. Voilà, donc c'est la partie la plus haute du site. Ensuite, vous avez ce derrick-là qui sert à sortir tout le sel. Alors le sel, il est stocké dans les grosses pyramides de sel ici. On a fait des lagunes aussi parce que des fois, on attaque à l'eau. Donc on sort de l'eau salée qu'on préfère faire sécher au soleil. On racle un peu le fond de la piscine, on le fout sur le tas et youp la boum. Le parking pour les voitures V6, V8, mais on ne peut pas rouler à plus de 100 km/h aux États-Unis, c'est interdit. Voilà. Mais il faut quand même un V8, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est WIP. Et donc, WIP est décomposé comme suit. Vous avez donc les deux pyramides salines qui sont là. Vous avez le puits qui va amener tous les déchets nucléaires là-dedans. Vous avez l'autre puits qui, lui, va faire remonter tout l'air vicié du site. Parce que là-dedans, vous avez des véhicules au diesel. Hein, donc les fumées de combustion, tout ça, il faut quand même bien les évacuer, sinon c'est irrespirable. Voilà. Là, ici, vous avez le puits d'entrée d'air frais. Et puis, celui-ci, vous avez le tunnel d'évacuation du sel qui donne en fait sur une petite colonne avec en fait un rack de déchargement pour sortir tout ce bordel. Ici, vous avez une zone expérimentale. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, bien évidemment, là on est à 660 mètres sous terre, c'est quand même pas rien, dans une formation saline. Ils ont en fait creusé des galeries représentatives pour pouvoir poser des capteurs et puis voir un petit peu comment tout ça, ça se comporte. Donc ça, c'était vraiment la première partie historique de WIP. Puis après, quand ils ont vu que bon, ça se présentait pas trop mal, ils ont commencé en fait à ouvrir des alvéoles. L'alvéole numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc toutes ces alvéoles-là sont comblées de déchets nucléaires. Et puis il y a l'alvéole 7 et puis l'alvéole 8 qui est en train d'être creusé. Alors, faut savoir une chose, c'est que là en fait vous êtes dans une formation saline, le sel ne tient pas. C'est comme si vous creusiez dans du yaourt. Alors là, comme ça, sur le coup, vous vous en rendez pas compte. Mais en fait, le sel est une formation flexible. On a des gros problèmes en fait dans les mines de sel parce que tout bouge. Et donc, ils ont comme principe de ramener tous les déchets nucléaires pas trop loin. Ils se dépêchent de creuser, ils se dépêchent de tout foutre ça, et ils se dépêchent de tout noyer dans le sel. Voilà. Sauf que là, il y a eu des gros soucis à WIP. Alors, on va y aller pour la suite. Voilà, donc là, vous avez un petit peu l'ordre de grandeur. Alors, bien évidemment, c'est pas représentatif. Hein, au vu du carré, là, ici, d'élongation, par rapport en fait au creusement, il faudrait avoir un écran un peu plus haut. Bon, tant pis. Là, vous êtes à 655 mètres de profondeur. Là, vous êtes à 305 mètres, 164 mètres. Voilà. La projection. On est quand même dans des dimensions importantes. Hein. Là, on est aux alentours de 800 mètres d'élongation quand même. Hein. C'est beaucoup. Alors, pour la suite, vous avez l'allure générale d'une galerie. Galerie à toit plat. C'est pas la peine de mettre un boisement parce que de toute façon, le sel, ça se redistribue assez mal. Voilà. Donc, on met des spits à intervalles réguliers pour essayer de retenir le sel dans une couche de sel qui est immédiatement adjacente. Tout ça, c'est noyé dans le sel. Hein. Au-dessus, il y a du sel. En dessous, il y a du sel. Voilà. Donc, on met des petits crochets en ferraille pour faire joli. Mais de toute façon, mécaniquement, du sel se tient à du sel. C'est pas une cohésion mécanique terrible. Vous avez des machines qui fonctionnent un petit peu partout, des gaines techniques, voilà, de l'éclairage. Voilà. Alors là, ici, typiquement, vous avez ce qu'on appelle un dôme de sel. Alors, la formation WIP ne s'inscrit pas dans un dôme de sel.
Par contre, il faut savoir que les dômes de sel sont particulièrement appréciés des pétroliers et des gaziers, parce que généralement, quand vous avez un dôme de sel, vous avez des pièges naturels qui vont concentrer du pétrole, qui vont concentrer du gaz. Et puis, le gaz, c'est quand même très compliqué à transporter, hein, c'est pas liquide. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va creuser des poires, on fait un forage, on va balancer de l'eau douce va dissoudre le sel, on va former une poire, et on ramène le gaz très comprimé à 200 bars, et on va stocker le sel là-dedans. Donc là, oui, on n'est absolument pas dans ce genre de formation géologique. La couche de sel, elle est plate. C'était une ancienne mer. Il y a eu des dépôts de sel sur plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Voilà. On est vraiment sur une structure assez lamellaire. Je n'ai pas encore étudié la géologie du site en détail, mais je pense que je n'ai pas tardé à le faire. Voilà pour la suite. Alors là, ici, vous avez une machine de creusement. C'était un nouvel investissement. C'est passé dans le Canard local, petit journal en disant « Ouais, c'est super chouette, on investit à WIP. Regardez-moi ça, la machine, comme on est belle. » Voilà. Donc, c'est des galeries qui sont quand même assez bas de plafond. Ici, donc, vous devez avoir sûrement des systèmes pour manipuler des colis de déchets nucléaires ultimes, parce que c'est quand même extrêmement lourd, la connerie, là. Vous allez comprendre pourquoi. La suite. Voilà. Et en fait, ça, c'est ce qui s'est passé le 5 février 2014. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un camion de transport de sel qui a brûlé. Il a brûlé et donc c'était la grosse panique. Alors ils avaient pourtant prévu le coup, hein, ils ont une politique de prévention incendie qui est quand même assez stricte, mais voilà, le moteur diesel il a brûlé. Bon, alors l'opérateur a vu une lueur orange sous la benne relevable. Bon, il a fallu évacuer tout ça. Ensuite, pour la photo, oui, bien évidemment, le pneu il a joyeusement fondu. C'est la trappe d'accès ici qui est vue en flèche qui a permis de voir la lueur, parce que sinon il aurait continué à rouler avec un machin qui prenait feu. Bon. On prend la suite. Alors le sel, une fois qu'il est aménagé, il est foutu en fait sur une benne basculante avec une trémie qui voyage, qui va attraper tout le sel, qui va le foutre sur un élévateur et qui va l'envoyer à la surface. Cette photo-là est très très importante, je vais vous expliquer pourquoi après. Alors voilà le type de camion, hein, voilà, donc la vue de dessus, la vue de dessous, le moteur diesel qui donne une boîte de vitesse, qui donne un différentiel pour motoriser l'essieu avant, l'essieu arrière avec une articulation pour prendre facilement les virages parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de place. Voilà, ça c'est le camion qui a brûlé. Et quand le camion a brûlé, ils ont fait un rapport tardivement, un mois après l'incendie, je l'ai obtenu il y a quelques jours. Voilà la photo qui a été diffusée. Donc là ici vous avez un rack qui permet de sortir en fait tout l'air vicié. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit les fumées d'incendie. Alors ça, c'est l'image du rapport de communication du Department of Energy, qui est en fait un organisme d'État, c'est un organisme gouvernemental qui pilote en fait toute l'activité nucléaire, civile et militaire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de nucléaire civil. Hein. Le nucléaire civil, c'est l'acceptation du nucléaire militaire par les populations civiles en disant on va vous filer un peu de courant. Voilà. Et ça, c'est la suite de la fumée. Voilà. Là, ça fait un peu moins pour la com, c'est pas bon. Voilà. Là, c'est l'image qui a fuité du site. Donc là, en fait, on voit que ça a quand même bien brûlé. Ils se sont vite dépêchés de désenfumer tout ce bordel. Voilà. Ça, c'était le 5 février. Il y a un truc en statistique, hein, chez les assureurs, ils parlent de la loi des séries. Je ne vous le recommande pas. Vous avez une voiture, vous avez un accident. Il y a une règle statistique qui dit que si vous êtes planté en voiture le 5 du mois, il y a de fortes chances que vous plantiez votre voiture les quelques jours qui suivent après. La deuxième voiture de secours. Et voilà, là on était le 5 février. Et pour l'image de la suite, voilà, le plan général, hein, avec les alvéoles qui sont en cours de comblement, les alvéoles qui sont en cours de creusement, l'alvéole qui était en train d'être alimentée à l'époque. Et puis, donc ici, vous avez donc les différents canaux pour ramener le sel, évacuer le sel, ramener les déchets nucléaires et puis faire respirer tout ce bordel. Voilà, ça c'était le plan général. Et ici, l'image d'après, vous avez le camion qui revenait de la zone de creusement, hein, et le camion revenait là, et puis en fait, il a brûlé ici. Voilà. Donc on connaît à peu près l'itinéraire, on sait qu'en fait, il venait de cette fouille numéro 8. Voilà. Alors, quelques jours après, il y a des gens du site WIP qui sont venus installer des filtres haute performance, ils sont venus faire des travaux de maintenance, etc. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'image d'après, pour vous donner un ordre de grandeur, voilà, la Saint-Valentin, le 14 février dernier, il y a une voûte de sel qui s'est cassée la gueule. Et elle s'est cassée la gueule sur des colis de déchets nucléaires. Et en fait, c'est ballot, parce que ces colis qui sont censés résister des millions d'années, en fait, ils se sont ouverts. Et il y a du plutonium qui est sorti sur tout le site, et il y a de l'américium aussi, et il y a eu des personnes qui ont été contaminées, ils sont positifs aux urines dans le plutonium. Donc depuis le 14 février, tous les travailleurs ont été foutus en dehors de la mine, donc c'est comme 650 personnes.
Et là, l'image que vous avez ici, c'est en fait le déchet nucléaire qu'on est en train de mettre en Allemagne, la mine de Haas, la mine de sel. Donc on dit oui, le nucléaire c'est très propre, machin, ça fait pas de CO2. Ouais, mais putain, qu'est-ce que ça fait comme fût, quoi. Voilà, donc là, c'est juste une image d'illustration, hein. C'est celle qui choque le plus, c'est juste pour vous donner un peu l'ordre de grandeur. Bon, là, les Allemands, ils ont fait très haut. Je ne sais pas si c'est spécialité allemande, peut-être que la géologie le permet. À WIP, vous avez vu, hein, c'est des galeries qui sont relativement peu hautes. Les colis ne sont pas très hauts. J'ai des petites vidéos, je pourrais vous les montrer tout à l'heure. Ensuite, là, ils ont installé donc des filtres à haute performance parce que là, ça pue. Parce qu'en fait, l'américium et le plutonium sont remontés en surface et ils ont été piégés dans des filtres. Voilà la suite. Donc là, on commence à voir hein, le trèfle, la zone interdite, machin. Bon, ça commence à puer un peu. Pour la suite, voilà le rapport d'analyse. Alors là, ici, vous avez de l'américium 241, qui est une matière qui est très radioactive, qui perd la moitié de sa radioactivité en 392 années. C'est un émetteur alpha, 110 watts par kilo, donc c'est chaud ce bordel, hein. C'est très chaud. Et vous avez en fait 96 000 becquerels coincés dans le filtre, voilà, avec l'évolution hein, en fonction des jours. Et puis là, vous avez également du plutonium. Voilà, hein, donc là, on a plusieurs milliers de becquerels en plutonium. Hein, on a 2240 kilos, 2140 becquerels par échantillon de filtre. Voilà, on a vu un petit saut là de césium-137. Bon, peut-être qu'il y aura un redémarrage de fission, c'est bizarre. Bon, on ne devrait normalement pas avoir de césium-137 à WIP. Tout est emballé dans le secret défense. C'est-à-dire que là, vous avez tous les colis de déchets nucléaires ultimes américains qui sont foutus là-dedans. On ne sait pas comment les colis sont conditionnés. On ne connaît pas le niveau de dilution. On ne connaît pas le contenant. Est-ce que c'est noyé dans du sucre? Est-ce que c'est noyé dans du verre? Est-ce que c'est de l'inox? Est-ce que c'est du carton-pâte? On ne sait pas. Voilà. Par contre, on sait juste que c'est des milliers de tonnes qui sont foutues dans le bordel. Alors, pour la suite, quelles sont les possibilités pour limiter les dégâts? Bah oui, parce que là, depuis le 14 février, il n'y a plus personne qui bosse. Et les Américains ont une phrase absolument terrible, d'un point de vue de l'engineering, c'est « corrosion never sleeps ». La corrosion ne dort jamais. Et cette corrosion, on est dans une mine de sel, là, quand même. Donc, tout ça, c'est en train de se faire joyeusement grignoter. Les colis, ils sont chauds, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les déchets nucléaires ultimes, c'est chaud. L'américium, c'est chaud. C'est en train de créer un aérosol. Donc là, ils sont en train de préparer une équipe. Ils ont dit, là, pour la semaine qui arrive, ils vont envoyer une équipe de joyeux lurons dans un nouvel enfer sur Terre pour voir un petit peu l'étendue des dégâts, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on rebouche les colis, est-ce qu'on se dépêche de boucher l'alvéole, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue à utiliser le site? Parce que là maintenant, oui, forcément on ne peut plus y rentrer, il faut vider impérativement des sites nucléaires aux États-Unis. Donc là les Américains ils ont dit, non, on n'a rien à secouer, on va ouvrir une nouvelle mine à ciel ouvert hein, dans le Texas. On va foutre tout ce bordel à 40 mètres sous terre, on va balancer une bonne couche de terre dessus. C'est temporaire, hein, vous inquiétez pas les gens, c'est temporaire. Ouais. Et le plutonium qui est dans la mine, là, ils vont faire comment, les gens? Parce que le plutonium, c'est un émetteur alpha. Alors, l'émetteur alpha, on vous dit souvent, oui, mais un alpha, une feuille de papier, et puis ça y est, l'alpha, il est arrêté. Alors, effectivement, avec des combinaisons comme ça, il le sera assurément. Le problème, c'est qu'un déchet nucléaire ultime, type plutonium, américium, ça crache aussi des rayons gamma. Alors, on va vous dire, oui, mais ils ne sont pas très énergétiques. Ouais, mais quand même, quand tu dois amasser de la merde nucléaire, il arrive un moment, tu te ramènes quand même proche de la source. On se prend de la dose. Puis surtout, c'est que là-dedans, on est dans un enfer. Donc ça veut dire qu'il faut des bouteilles d'air respirable. Hein, on va éviter l'oxygène, parce que là, sinon, ça brûle bien, hein, l'oxygène pur. Voilà, donc les bouteilles sont logées sur le dos. Hein, ça, c'est des combinaisons Microchem 4000. C'est ce qu'on utilise en virologie. Nous, en France, on a une qui est rigolote, qui est toute rose. Mururoa, qu'on l'a appelée. Alors les gens sont comme des bibendums là-dedans, et en fait, on les met en excès de pression. Ce qui fait que si jamais ils déchirent un gant, si jamais ils raflent un petit peu le coude, au moins le souffle fait que les poussières mortelles de plutonium ne vont pas les rentrer. Alors le souci à WIP, c'est que ce que vous avez vu avec l'incendie du camion, c'est que l'air sort de manière non filtrée. Bah oui, parce que quand on a autant de fumée noire qui sortent, c'est qu'on ne l'a pas filtré l'air. Parce qu'ils ne peuvent pas le filtrer en continu. Et quand il y a eu cette catastrophe avec la dalle qui s'est pété la gueule, le filtre à haute performance, il n'a pas été installé tout de suite. Donc il y a eu des fuites. Donc en fait ils disent on a un petit nuage de plutonium qui est sorti à peu près 1 km à la ronde du site. Parce qu'on ne connaît pas non plus la météo locale, j'ai pas encore d'infos. Mais on sait que ça c'est sorti. Alors ils ont activé les filtres PA, les filtres à très haute performance, mais voilà. Alors les moyens de remédiation, on va envoyer une équipe de joyeux lurons, on va regarder un petit peu le montant hein, de roches qui se sont pété la gueule, l'étendue des colis, tant qu'à faire.
Je pense qu'ils vont envoyer des robots sur place, très honnêtement, parce que là, ça commence à poser des moyens logistiques assez conséquents. Alors, il se trouve que Google a des robots très bien, vous allez voir tout à l'heure, ça, c'est la fête. Voilà. Alors, l'autre photo, et puis j'en aurai terminé, voilà. Les enquêtes pour déterminer donc les fuites sont une balance de risque. Ah bah oui, forcément. On va envoyer des gens protégés, mais en attendant, ils vont risquer des choses quand même. Ils vont risquer l'exposition, ils vont risquer la contamination. Et ça va pas être une. Alors ça, c'est un petit journal local. Hein. Je sais pas moi, l'Union de Reims. Ouais. Oui, c'est ça. C'est pas le New York Times. Hein. Non, non. C'est le petit journal de Carlsbad. Voilà, ben là, ce soir, il y a tennis, il y a ping-pong, il y a badminton. Voilà. Il y a course de V8 hein, aux États-Unis. Voilà. Donc ça, c'est le journal du coin. Bon, c'est intéressant. Que fait la presse mondiale? Je ne sais pas. Alors voilà la suite. Un colis de déchets nucléaires. Alors ça, c'est des assemblages qui sortent de réacteurs. Un réacteur nucléaire, comme on a en France, quand vous sortez le crayon parce qu'il est usé, on le met dans une joyeuse petite piscine, à l'eau très bleue. Les crayons sont chauds pendant 40 ans. C'est-à-dire si on ne les refroidit pas en permanence, et ben pendant 40 ans, ils font bouillir la flotte. Donc il faut les refroidir, et des fois il faut les transporter, puis on ne peut pas transporter des piscines. Donc on les fout dans des gros containers qui sont bourrés des lettres radioactives pour évacuer une énorme quantité de chaleur. Parce que ça, c'est la chaleur du césium-137 que vous avez vu tout à l'heure à Goiânia, quand il est sorti dans la nature. Ça, c'est très très lourd. Hein. Ça, c'est des colis qui font dans les 200 tonnes. Voilà, c'est colis transnucléaires. Là, pour les déchets nucléaires ultimes qu'on installe à WIP, c'est des sortes de gros cubes. Ça fait, ça fait 4 mètres cubes par là. Ça reste manipulable. De toute façon, vous avez vu la gueule des machines. Hein. On ne peut pas se permettre d'avoir là, un truc comme ça, vous défoncez les routes. Hein. Voilà. La suite. Alors, oui, toutes les photos sont fournies par TEPCO au Japon. Hein. Le 9 septembre, sauf une. Trouvez-vous l'intrus qui ne dispose pas d'une tenue de travail adaptée à la situation? Allez, je vous aide un petit peu. Trouvez le masque qui n'est pas adapté au travail en milieu radiocontaminé. Alors, vous l'avez trouvé? Voilà, donc c'est quand même un gros problème parce que vu les niveaux de dangerosité, vu les niveaux de contamination, moi avec un ami, on a fait des calculs, on s'est dit pour le plutonium, s'il y a plus de 4000 becquerels signés par le plutonium 239 sur le mètre carré, là la surface elle est très grièvement contaminée, ça devient difficile de rester sur place. Voilà. Tout simplement parce que les réserves d'oxygène, d'énergie ne sont pas infinies. C'est très compliqué. Hein. Là, ils vont devoir se bagarrer avec des colis qui pèsent quand même très très lourd. La suite. Alors voilà, nous en France, pendant ce temps-là, à Bure, dans la Meuse, numéro 55, le département Champagne-Ardenne, aux confins de la Haute-Marne, là où est enterré le général de Gaulle, il y a un petit cimetière nucléaire bien sympathique qui s'appelle Bure. Le village de Bure, 120 habitants, inconnu du grand public français parce qu'on évite soigneusement d'en parler. Ou alors on en parle entre gens que ça intéresse, les scientifiques, les journaux de presse scientifique, vulgarisation, sciences et avenir, etc. Voilà. Mais sinon, TF1, on n'en parle pas. Alors voilà, Bure, petit village que voici, pour la suite. Voilà, c'est champêtre. C'est joli, on est à la campagne, et puis là, il y a un joli derrick pour aller descendre des jolis colis de déchets nucléaires pour enterrer 99,5% de la radioactivité française. Voilà, alors ça c'est le vu depuis la surface. Donc ça c'est opéré par l'ANDRA, l'Agence nationale des déchets radioactifs, qui perçoit de l'argent par les producteurs de déchets nucléaires. Voilà, c'est un organisme d'État. Pour la suite, voilà, alors Bure, toutes les installations en surface, et que les petites lagunes, le terrain de golf à côté, voilà, c'est la fête. Les puits d'accès, les puits auxiliaires, le réseau principal qui est creusé dans de l'argile, voilà, parce que là on n'est plus dans une formation saline. Voici la suite. Voilà, alors Bure, c'est ça, hein, c'est des travaux de tunnelier, il y a des gaines techniques, il y a de l'air comprimé, il y a des fluides, ça me paraît un peu mieux foutu qu'à WIP, ça se présente un peu mieux, bon, mais vous allez voir qu'il y a des gros mais quand même à Bure. La suite. Alors voilà, Bure, c'est quand même une grosse installation. Les travaux prévisionnels de Bure, c'est de tirer en fait des grosses galeries qui partent en râtelier avec des antennes. Voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que c'est la structure des antennes. Alors ça, c'est ce qui fait que nous, en France, on ne va jamais en parler de ce qui arrive à WIP. Hein. Ah bah non, quand même, on ne va pas ruiner les efforts de l'indépendance énergétique française tout de même. Alors voilà, on tire en fait une alvéole. Alors HA, c'est parce qu'en fait dans le nucléaire on a des poètes. Hein. HA, ça veut dire haute activité. C'est-à-dire le machin il est chaud, il vous tue dans la minute. Voilà.
Et HAVL, haute activité à vie longue. C'est-à-dire que le machin, en plus, il vous tue dans la minute, mais il vous fait ça pendant 1 million d'années. C'est intéressant. Voilà. Donc, vous avez ici des rails, parce que tout ce bordel, ça pèse quand même assez lourd. Vous avez des modules transnucléaires hein, qui sont bien blindés, bien machin, et on les place dans les alvéoles. Donc, on va protéger les gens, hein, en radioprotection, on va faire en sorte qu'ils soient quand même pas à côté. Et là, on va pousser, et on va ramener les colis dans des alvéoles qui sont creusés latéralement. Voilà, c'est ça, Bure. La suite. Vous en aviez entendu parler un petit peu dans l'assistance, là, ce soir? Ouais, Bure, vous en avez entendu parler? Ouais, mais là, on a affaire à des... D'accord. Pas dans ce détail-là. Non. Ok. Alors là, ici, vous avez une longueur d'alvéole de 270 mètres, un diamètre d'excavation de 10 à 12 mètres. Donc vous voyez, c'est quand même déjà des beaux tunnels. Hein. Moi, je connais des tunnels autoroutiers, on n'a pas 12 mètres de veine. Hein. Voilà. Et donc là, on a des rails avec des bonnes portes bien blindées, bien épaisses, avec tout un tas de colis qu'on va foutre dans les alvéoles et qu'on va pousser. Voilà. Voilà, voilà. On va les pousser, on va les foutre bien au fond. Donc là, vous voyez, vous avez le système d'entreposage. Et puis voilà, on va les envoyer comme ça, jusque dans l'alvéole. On dit oui, nucléaire, oui, c'est pas cher. Alors vous allez voir la blague en termes de tarifs, c'est assez hallucinant. Voilà, donc hein, le système de compactation. Alors j'ai quand même au moins un mérite à dire vis-à-vis des gens de l'Andra, ils sont quand même un peu plus communicatifs en matière de technologie d'entreposage qu'à WIP. Parce que là, WIP, c'est tout secret, tout défonce. Le premier qui en parle, on le défonce. Voilà. La suite. Le nucléaire français, le plus sûr du monde. Ah bah oui, forcément. Hein, neutron français, proton bien français, électron français, oui. Et puis un gros compte français de Sarkozy qui dit oui, nucléaire c'est pas dangereux. Voilà. Bon, nous on en a d'autres, hein, nucléaire c'est clivant, machin. Bon. En fait c'est surtout clivant pour les gens qui ne savent pas et qui ne veulent pas savoir, c'est ça le plus dangereux. Allons-y pour la suite. Voilà, et donc là on va amorcer la fin de la conférence pour ma partie, hein, purement nucléaire. Si vous avez des questions, bah, soyez assurés de pouvoir me les poser, je vous répondrai après le passage de mon ami Dersou. Alors, tout d'abord, avant de commencer à parler de la situation française et du transhumanisme, moi j'aimerais remercier Monsieur Arnie Gunderson avec Zorglobe de Fairwind qui nous a fourni justement une partie des éléments. En tout cas, on les a trouvés sur son site, les vidéos qu'ils ont fait. Il faut savoir que je pense qu'on peut présenter Arnie un petit peu plus. Ouais. Alors en fait, Arnie, c'est un repenti. C'est un gars qui a bossé dans le nucléaire. C'est un expert de classe internationale. Et il a pris conscience, comme nous ce soir aujourd'hui, hein, à quel point cette technologie-là elle craint. Et il a monté une association caritative aux États-Unis qui est basée dans le Vermont, pas très loin du Canada. Et ça s'appelle Fairwinds. Fairwinds, qu'on peut traduire par bon vent. Voilà. Et donc, en fait, il réalise des vidéos. Il est très actif sur Internet depuis la catastrophe de Fukushima. Il explique le dessous des cartes. Il ne prend pas de gants. Il dit voilà que clairement, là, TEPCO, ils sont en train de tuer le Japon. Ni plus ni moins. C'est des gens hautement incompétents. Ils n'ont plus d'argent. Ils font appel à la mafia. Les gens ne sont pas payés. Ils sont sous-équipés. On prend des clochards maintenant pour envoyer à Fukushima. Les gens, ils n'ont jamais tenu de boulon dans leur vie, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, Arnie Gunderson, c'est quelqu'un de très respecté dans le milieu antinucléaire. Il n'est pas très connu en France parce qu'il y a la barrière de la langue. Moi, j'ai un de mes amis qui traduit ses vidéos. Il s'appelle KNA60. Et je vous recommande vraiment d'aller voir sur la chaîne vidéo de KNA60. Il fait un travail, chaîne YouTube. Il fait un travail extraordinaire. Il a vécu la censure de YouTube. On lui a retiré toutes ses vidéos. Enfin, il a eu les pires emmerdes possibles. Et pas que la censure de YouTube, puisqu'en fait, on s'est aperçu que certains réseaux antinucléaires français qui ont... un réseau sortir du nucléaire, voilà. Par exemple, alors eux, ils sont gratinés. Vous allez sur leur chaîne vidéo, vous trouvez des choses, mais vraiment indigentes, quoi. Vous avez des experts dans le nucléaire américain qui font des vidéos exceptionnelles depuis 1 an ou 2. Vous avez une personne qui prend le temps de toutes les traduire en français. Et vous ne les trouvez pas sur ce site-là. Voilà. Et par contre, elles font 1200 vues sur YouTube. Voilà. Donc moi, je pense que pour les médias dits citoyens, il va vraiment falloir que les gens se saisissent de cette question. Parce que cette mafia antinucléaire, elle ne peut tenir que par l'ignorance des gens. Parce que nous, à Écologie Nation, on a trouvé des techniques pour faire en sorte de changer un petit peu la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens assez âgés, on a Bernard Laponche de Global Change, qui est polytechnicien, qui se fait vieux, et dit voilà, maintenant c'est à vous la génération de monter au créneau et de montrer des dents, parce que là, clairement, si on continue comme ça, on va vraiment tous crever. Vous allez voir la suite du programme, ils ont déjà prévu l'accident nucléaire majeur en France, et ce qu'on fera. Enfin, ce qu'on vous fera vivre.